marchés avec trois experts en plateau avec nous pour décrypter tout ce qui se passe et commenter les actualités qu'on vient d'entendre avec Pauline. On est ravi d'accueillir Louis Defels. Bonsoir Louis. Directeur général responsable de la gestion collective chez Gay-Lussac Gestion. Bienvenue à vous. Stéphane Déo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes senior portfolio manager chez Eleva Capital, mais ce n'est pas tout. Vous êtes aussi un membre éminent de l'Éco à venir. Tout à fait. Un mot de l'Éco à venir. C'est un groupe d'économistes que nous avons formé il y a 1 an ou 2 et nous avons fondé une association où on essaye de vulgariser l'économie. Donc, elle est sur notre site web. Vous avez des podcasts qui essayent d'expliquer l'économie de manière non partisane. Très bien. Et donc, on essaye de participer au débat. Voilà, si on ne comprend rien à ce qui se dit sur Smart Bourse, on va voir du côté de l'Éco à venir. Mais bon, on va essayer d'être simple et de rester accessible pour tout le monde. Xavier Chapard, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Vous êtes stratégiste chez LBP-AM. Bienvenue à vous. Tiens, on va démarrer tout de suite avec, bien évidemment, ce qui se passe sur la scène française. Le gouvernement Bayrou qui est tombé. Alors, on en parle depuis une semaine, c'était sans surprise. On voit que le marché, finalement, marché action, n'a pas tellement réagi. Le marché obligataire, c'était déjà tendu, l'OAT. Aujourd'hui, où on en est? Est-ce qu'il y a des craintes à venir maintenant qu'on est à nouveau dans l'incertitude et dans un non-gouvernement? Alors, le scénario qu'on a actuellement pour le marché, c'était totalement intégré dans les primes de risque qu'on avait déjà. En fait, c'est même entre les deux solutions, c'est-à-dire la nomination d'un nouveau Premier ministre ou une nouvelle dissolution, c'est plutôt le scénario un peu plus favorable au marché avec la nomination d'un nouveau Premier ministre. En tout cas, on repousse en fait l'incertitude, mais pour le marché, c'était déjà intégré. Nous, on pense qu'à court terme, il va y avoir de la volatilité parce qu'il va y avoir des négociations pour former le nouveau gouvernement et donc, a priori, quelques cadeaux budgétaires. Et l'autre raison, c'est la révision du rating par Fitch vendredi, où il y a un risque assez notable de dégradation encore de la dot de la France. Déjà intégré peut-être dans Alors voilà, le truc, ça peut créer de la volatilité là à court terme. Maintenant, à moyen terme, le spread France-Allemagne à quasiment 80 points de base. On pense que ça intègre à peu près l'incertitude durable qu'on anticipe et l'ajustement budgétaire un peu moins important que ce qu'avait annoncé Bayrou, ce qui est probable pour l'année prochaine. On ne pense pas qu'il y ait de risque de gros écartements supplémentaires. Voilà, en pensant que les scénarios du pire, c'est-à-dire une démission de Macron ou une sanction par la Commission européenne de la France, c'est très peu probable à court terme. Et donc, on pense que les investisseurs, si le spread s'écarte à 90 points de base ou quelque chose comme ça, rachèteront de la dette française. Donc, c'est plus un risque durable qui va être dans les prix plutôt qu'une nouvelle crise de la dette. Stéphane Déo, c'est vrai que le président a reçu la démission de François Bayrou, c'était un peu plus tôt dans la journée, et il a dit qu'il allait nommer un Premier ministre dans les prochains jours. C'est vrai qu'on avait attendu pratiquement 2 mois l'an dernier, on se souvient, période des JO, c'était l'excuse en tout cas. Oui. Il y avait là, les il n'y a JO, plus. c'est vrai. Là, il n'y a plus, donc il n'y a plus d'excuses. C'est une période à haut risque, là, où finalement, comme vient de le dire Xavier, les marchés ont déjà circonscrit un peu les dangers. Non, je pense que pour l'instant, on est dans la zone, entre guillemets, connue. Ça ne veut pas dire qu'on sait où on va, mais le vote, c'était téléguidé. On savait que de toute façon, le gouvernement allait tomber, donc le marché ne réagit pas parce qu'il savait déjà que ça allait arriver. On va avoir un nouveau Premier ministre, donc pour l'instant, on est dans l'attente. Le downgrade de la France, oui, c'est très probable, mais on a des taux maintenant, Pauline le disait avant, qui sont très très proches de l'Italie. Oui. La France est AA, ce qui reste une bonne note, mais on traite comme un simple A. Ouais, même un petit peu moins. 3,48 pour la France, 3,50 pour l'Italie. Oui, je suis désolé, il y a une toute petite subtilité, c'est que l'empreinte de référence a changé aujourd'hui. Bloomberg est un peu facétieux, ils auraient pu choisir un autre jour pour ça. Mais bon, du coup, en fait, si vous regardez précisément, on est encore un tout petit peu en dessous de l'Italie. Mais bon, ça se joue à un poil près, donc peu importe. Ce qui est important, c'est que les marchés considèrent déjà que le risque, ou la prime de risque pour la France est à peu près équivalente à celle de l'Italie. Elle est supérieure à l'Espagne, au Portugal. Ouais. Tous ces pays sont déjà en simple A. Le souci, c'est que l'an prochain, on a beaucoup de dettes qui va être levée par tous les pays. Et puis, un nouvel entrant, c'est l'Allemagne, qui lui aussi va y mettre avec une très bonne notation. Donc, ils vont peut-être capter en priorité l'argent des investisseurs.
Oui, alors moi j'ai une théorie sur ça qui, j'espère, sera fausse, mais jusqu'à présent, il y avait très très peu de papier allemand. Pourquoi ? Parce que la dette allemande était beaucoup plus faible. Et il y a beaucoup de banques centrales qui détiennent de la dette allemande. On pense qu'il y a au moins les 2/3 de la dette allemande qui est détenue par la BCE, plus des banques centrales asiatiques, d'Amérique latine, pour des raisons de conservation de réserves de change. Ouais. Du coup, si vous êtes un investisseur, vous n'avez pas assez de Bund pour investir. Donc vous prenez l'ersatz le plus proche, c'est la France en fait, qui n'est pas AAA, donc qui n'est pas une très bonne note, mais qui est très proche et qui est très liquide, etc., etc. Et donc, je pense que la France avait une espèce de prime, quelque part, de liquidité qui était liée au fait que c'était le second best, comme on dit. Là, si on passe au-dessus de l'Italie et si l'Allemagne commence à émettre beaucoup, cet argument tombe. Est-ce que ça vaut 0,5, 5 BP, 10 BP, oui, donc est-ce que ça va augmenter ? Mais on peut très bien imaginer une situation où la dette française, pour des raisons techniques, commence à glisser beaucoup plus. Et on le voit si vous regardez, par exemple, les achats des Japonais. On a des données hebdomadaires assez précises. Ces gens-là ont déjà commencé à vendre de la France de manière très nette depuis 2 ans et à racheter de l'Italie en contrepartie. Ouais. Parce que jusqu'à présent, la dette italienne payait beaucoup mieux. Mieux. Je rappelle que avec une trajectoire aussi intéressante. Avec une trajectoire de dette, si vous prolongez la trajectoire de dette, la dette française dépasse la dette italienne d'ici la fin de la décennie. Ouais, ça c'est probable. On termine le tour de table, Louis de Fels, avec votre réaction également à la chute du gouvernement Bayrou et ses conséquences, bien évidemment. La chute en elle-même n'a pas énormément de conséquences, on va dire directes, parce que le marché l'avait complètement anticipé. Je crois qu'on est remonté ce matin à 82 points de base entre l'OAT et Bund. Mais plus que l'on voit, nous, depuis avril 2024, parce que vous savez, chez Gay-Lussac Gestion, on a des fonds, on est spécialisé sur les micro-small cap, donc on a un fonds Pure France, un fonds européen et même un fonds Monde. Et ce qui est vraiment pénible, c'est qu'en fait, c'est l'attentisme qu'il y a depuis la dissolution l'année dernière. On a vu énormément de flux sortants sur la classe d'actifs française pour aller vers l'Europe. Ça avait continué avec l'élection du président Trump. Et en 2025, c'était plutôt calmé. Parce que je pense qu'avec le fameux window dressing de fin d'année 2024, plus personne n'avait de small cap française. Donc, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc, c'est vrai que c'était bien reparti. Enfin, les valeurs françaises avaient plutôt bien marché, les valeurs très locales, surtout avec la remontée de l'euro, c'était plutôt bénéfique. On disait enfin, les valeurs françaises qui avaient souffert, elles les exportent moins que les large cap. Et pour une fois, les valeurs small cap françaises étaient plutôt bien reparties. On s'était dit, c'est l'heure de la remontada. C'est l'heure de la remontada, et là, c'est assez pénible, parce que de nouveau, elles ont fortement sous-performé sur la fin du mois d'août. Et c'est vrai que vous regardez, le CAC 40 sous-performe l'Eurostoxx, le MSCI Small Cap France est très inférieur aussi. Et en fait, c'est une lente et longue sous-performance mois après mois. On aurait pu penser qu'il y avait une forte sous-performance le jour de la dissolution et puis après c'était un autre. Mais en fait, c'est une lente sous-performance jour après jour, mois après mois qu'on note. Donc ça, ce qui est assez pénible, c'est que là, maintenant la question à se dire, c'est est-ce que ça continue jusqu'en 2027, cette langue, et parce que la valorisation est extrêmement basse, mais là, malheureusement, la valorisation ne veut pas tout dire. Et c'est vrai que c'est pénible, c'est qu'on s'était dit, en 2024, c'est une année blanche pour rien. C'est vrai que l'année 24, en tout cas en France, il n'y avait pas de croissance de BPA, rien du tout. Là, de nouveau, vu ce qui se passe, il n'y en a pas de croissance de BPA non plus. Mais donc c'est vrai que c'est un peu pénible. C'est vraiment une année blanche. On le voit au niveau des sociétés, on pourra en parler plus tard. Certaines nous ont dit 25, c'est un copier-coller 2024, il ne se passe rien, c'est mou. Mais les sociétés françaises vont bien. Le français, il y a le taux d'épargne, pour en parler, va bien. Mais c'est vraiment un vrai problème de confiance, de choc. Donc d'investissement. C'est un exemple criant que j'aime bien dire de temps en temps. Par exemple, c'est BNP, par exemple, grande banque française que tout le monde connaît, avait budgétisé son plus grand budget IT ever. Et le problème, c'est qu'avec les problématiques de Trump, avec toutes les problématiques de taxes, etc., et la politique française, mais finalement, le budget a été voté, mais ils n'ont pas complètement appuyé dessus. Donc c'est beaucoup de sociétés qui potentiellement sont prêts à réinvestir, ont les budgets, mais pour l'instant, ils sont plutôt passifs. Ouais, et bien sûr, ça ruisselle ou pas, notamment sur la cascade de sous-traitants, là, sur les marchés locaux. Xavier Chapard, c'est vrai que sur la croissance, là, plus fondamentalement, cette année blanche encore, parce qu'on part toujours d'une ambition, on se dit, allez, on va friser les 1,5%, et puis ça se dégrade, on arrive en fin d'année, c'est peau de chagrin, on est à 0,3, 0,4, avec les soubresauts qu'on a connus.
Et ça risque de continuer pour la France, malgré ce qu'on anticipe comme étant un moteur allemand très important à partir de la fin de l'année. On a un assouplissement budgétaire allemand de 2 points de PIB d'ici la fin de l'année prochaine. Donc ça va soutenir la croissance allemande, mais ça devrait ruisseler assez nettement sur la croissance française. Ça ouvre la porte à faire un ajustement budgétaire plutôt récessif en France, vu qu'on a ce moteur allemand. Là, le problème, c'est qu'on risque de ne pas avoir l'ajustement budgétaire et en même temps de ne pas avoir la croissance parce que la confiance est impactée. Donc oui, le risque, c'est d'être dans l'attentisme jusqu'à 2027. En fait. Attentisme jusqu'à 2027. On est loin, je vous le disais juste avant l'émission, c'est vrai, du début d'année qui était assez euphorique. On avait peut-être chaussé un peu trop vite les lunettes roses. On anticipait la fin des hostilités entre la Russie et l'Ukraine, avec Trump qui arrive au pouvoir. Voilà, c'était l'Europe qui bénéficie de flux, qui était en train de revenir aussi sur les marchés. L'Allemagne, vous l'avez dit évidemment, qui desserrait le cordon de la bourse et investissait massivement. Bref, tout ça, on nous promettait une Europe flamboyante et bien sûr la France. Et on a l'impression que patatras, tout s'est écroulé comme un château de cartes en quelques mois. Stéphane Déo, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne suis pas d'accord avec l'idée que tout s'est écroulé, parce que si vous regardez la performance de l'Eurostock ou même du CAC 40 depuis quelques mois, c'est très médiocre, mais c'est plat. En fait, effectivement, on a eu une énorme progression des bourses sur les 3 premiers mois, et puis on est arrivé à une espèce de niveau d'étiage sur lequel on bouge pas. Pourquoi il y a eu cette très belle performance en début d'année ? Je pense qu'il y a 2 raisons. Les valorisations étaient, je pense, déraisonnables. Enfin, nous, on est sortis. On est sortis des États-Unis parce que c'était beaucoup trop cher pour revenir sur l'Europe. Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas raisonnables. Ouais, sans refaire le match dans le rétroviseur, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on fait le mouvement inverse ? C'est-à-dire, on se dit, tiens, sur la France, il y a un risque supplémentaire, on y voit un petit peu moins, l'Europe aussi, ça paraît compliqué. Malgré des valorisations, alors toujours au plus haut aux États-Unis, du coup, les investisseurs, ils sont en train de se retirer un peu de ce marché européen. Oui, on commence à voir ça. On commence à voir les étrangers qui sortent, et on le voit sur le secteur bancaire qui a souffert par moment, parce que les étrangers ont beaucoup joué la reprise européenne avec les banques. L'idée, c'est que si vous avez le plan de relance dont vous parliez allemand, il va y avoir aussi du crédit, le PIB va progresser, et un des secteurs qui devrait suivre, c'est les banques. Donc c'est un peu le symptôme d'étrangers qui viennent et qui jouent la reprise européenne, et là qui sont en train de repartir petit à petit. Après, une fois de plus, il faut, comme toujours sur les marchés, ça dépend où est-ce qu'on met le curseur. Effectivement, on était beaucoup trop pessimiste à la fin de l'année dernière. On a remis le curseur peut-être un petit peu trop haut. On ne va pas repartir complètement en sens inverse non plus. Un atterrissage plus ou moins en douceur. Oui, c'est ça, c'est plutôt mou, mais il n'y a pas d'accident industriel. Là, on parlait de la France, mais sur le reste de l'Europe, nous, on reste assez positif à moyen terme, avec l'Allemagne, mais aussi avec l'Italie, l'Espagne, qui ont des bonnes performances, des fondamentaux qui s'améliorent, et une valorisation qui reste moyenne, on va dire, pour les actions européennes. Donc il y a un potentiel. Et ce qui a aussi cassé le rebond des actions européennes, c'est l'appréciation de l'euro. En fait, si on regarde en dollars, les actions européennes ont continué à bien performer. Ou inversement, si on regarde en euros, les actions américaines n'ont pas si bien performé que ça à partir du deuxième trimestre. Donc si le change se stabilise un peu, ou en tout cas s'apprécie moins vite, il y a un potentiel de reprise de la hausse des marchés européens à moyen terme. Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression d'une Europe à 2 vitesses. Louis de Fels, on s'est beaucoup moqué il y a quelques années des pays Club Med, du sud de l'Europe, mais aujourd'hui, force est de constater que c'est eux qui tirent la croissance. Je crois qu'on a même un record sur la bourse grecque, qui fait plus de 30% depuis le début de l'année. Oui, c'est la revanche des pics. En effet, on aime beaucoup la Grèce. On a quasiment entre 15 et 20% dans nos portefeuilles en Grèce. Il y a des superbes valeurs familiales très bien gérées, avec des coûts de production assez faibles. Donc à des niveaux de valorisation encore assez très corrects. Donc comme ils ont un coût de production assez faible, ils ont 3 différents métiers. Donc ils ont la production pour les touristes, donc c'est vrai que la consommation qui est à fond, mais surtout ils ont des coûts de production, notamment dans la technologie et ou dans les matières, et ils commencent à exporter de plus en plus à des coûts assez faibles, donc des grands gains de productivité. Donc c'est vrai que la Grèce, on aime beaucoup. L'Italie, c'est quand même au corps des très beaux pays. Mais sinon, pour prendre un peu plus de hauteur sur l'Europe,
faut quand même regarder que même, comme aux États-Unis, pourquoi les États-Unis sont très chers? Parce que c'était les seuls à avoir de la croissance de bénéfices par action. Bon, vous me direz, c'est grâce aux 7 magnifiques, parce que si vous retirez les 7 magnifiques, le S&P 493, c'est comme le stock 600, il n'y a pas de croissance de bénéfices par action depuis 3 ans. Voilà, 23, 24, 25, il n'y a pas de croissance de bénéfices. Il y en avait en Europe, mais voilà, comme vous l'avez dit, avec l'euro qui remonte, il n'y a plus de croissance de bénéfices par action à attendre en Europe. Mais donc ça, c'est au niveau des bénéfices par action. Donc maintenant, on peut se dire, le plan allemand, c'est une vraie bonne nouvelle. Je pense qu'en effet, 2 points de PIB de relance, c'est vraiment énorme. Et évidemment, ça va ruisseler sur la France, qui est le premier partenaire, mais aussi sur le reste de l'Europe. Donc voilà, donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quelle va être la croissance de bénéfices par action pour 2026, au moment où les États-Unis, eux, sont peut-être arrivés au pic de leur croissance des bénéfices par action. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait depuis 2014 que les US, eux, sont en train de croître en faisant du déficit. Ça y est, le président Trump l'a refait encore avec son triple B. Il a remis une dernière couche. Mais voilà, il y a un moment, mais jusqu'à quand? Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est le consommateur américain qui prend en plein pot les tarifs douaniers. Donc à un moment, là on voit sur pas mal de publications, il y a un moment, ils ne peuvent plus augmenter les prix ou plus du tout passer aux consommateurs américains, et ça va finir par faire mal, parce que le premier semestre, au final, on a été plutôt réassurés, parce qu'on pense que les chiffres sont plutôt assez bons, parce qu'il y a eu énormément, au final, des achats d'anticipation, de surstockage. Et ce qui va se passer, je pense que le T3 et T4, ça va être beaucoup plus compliqué que ça aux États-Unis. Et je pense que comme les gens ont été massivement boules sur les US depuis des années, peut-être que pour la première fois, il va y avoir un flux qu'on appelle de répatriation. Donc voilà, c'est vrai que tous les Européens étaient sur les US, parce que maintenant, le problème, c'est comme on a l'euro qui est contre nous, l'euro-dollar, voilà, on était quasiment à parité, on a un 17 aujourd'hui. Nous, on pense qu'on peut monter à 1,20, même à 1,25, parce que voilà, notamment grâce au plan allemand, on pense que la différentiel de taux d'intérêt entre les US et l'Europe vont se réduire. Donc c'est-à-dire, voilà, on est encore à 4,05 et à quasiment 2,5, je crois, sur le Bund. Donc si ça se réduit, il n'y a pas de raison que l'euro ne continue pas de progresser. Donc 1,25, vous voyez, l'euro... Entre 1,25, en fait, ce qui compte, c'est la direction. C'est toujours très difficile de faire des prévisions. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison aujourd'hui que l'euro ne s'arrête pas en si bon chemin, sachant que les taux allemands, il n'y a pas de raison qu'ils baissent parce qu'ils font un énorme plan de relance. Et en ce moment, les États-Unis, eux, il y a un moment avec la dette qu'ils ont, on va arriver un peu à la fin de cycle aux États-Unis qui a été à chaque fois prolongé. Donc c'est pour ça que l'Europe devrait en relatif être bien mieux, avec des croissances de bénéfices par action en 2026. Et normalement, quand l'euro remonte, c'est très bon pour notre classe d'actifs small cap. Ah bah écoutez, on le verra. Ça fait longtemps qu'on met une remontée des small mid cap. Depuis le début de l'année, ça marche quand même un peu mieux au niveau européen, pas au niveau français, mais au niveau européen, les small caps ont quand même mieux. Il a fallu attendre longtemps. Mais bon, c'est mieux qu'avant. Tiens, on reste aux États-Unis, justement. On vient d'apprendre ce chiffre de révision. L'économie américaine qui a créé 911 000 emplois de moins au cours des 12 derniers mois jusqu'en mars, ce qui avait été estimé précédemment. Alors, est-ce que ça va faire du dégât du côté de celui qui va annoncer la mauvaise nouvelle, puisqu'on sait que Trump avait déjà limogé le précédent patron du département de travail. Stéphane Déo, comment cette lecture-là, c'est vrai que ces chiffres, c'est pas évident à comprendre. On a des chiffres qui sont annoncés, on s'en réjouit ou pas, et puis il faut les réviser. Et là, c'est plutôt la soupe à la grimace. Donc, entre le ralentissement, les tarifs qui impactent le consommateur et maintenant moins d'emplois, même si on est à des taux quand même assez intéressants, est-ce que l'économie américaine est en train de caler? Alors, d'abord, le responsable des statistiques ne va pas se faire virer parce qu'il s'est déjà fait virer, c'est un ami de Trump à la place, et Bessent a expliqué que c'était les chiffres de Biden qui étaient faux, et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Je pense que plus sérieusement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a clairement un ralentissement du marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'on était sur un rythme au début de l'année dernière de 200 000 créations par mois. Là, on est au-dessous de 50 000, donc tendanciellement, on va vers zéro. Et donc, si vous regardez le consensus des économistes, ils vous disent atterrissage en douceur, vous avez une croissance qui tend vers zéro, et puis voilà. Moi, j'ai un gros problème avec cette histoire-là. C'est que l'atterrissage en douceur, on me le promet à chaque cycle, il n'arrive jamais. Vous regardez les États-Unis, c'est assez marrant, je ne sais pas si c'est le terme, mais vous avez toujours de la croissance au-dessus de 1%, voire très au-dessus, soit vous avez une récession à -1, voire très en dessous. Ils ne savent pas faire un atterrissage en douceur. Et donc, soit on raconte une histoire où ça se stabilise, le consommateur américain, il y a un effet richesse qui est absolument pharaonique, continue à consommer. Il y a des effets d'investissement avec le nouveau budget, avec l'intelligence artificielle, etc. Et on repart sur la fin de l'année et tout va très bien, Madame la Marquise. Soit
il y a un décrochage. Et là, c'est récession. Mais là, c'est pas du tout atterrissage en douceur, la récession. Non, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, c'est que moi, j'ai un peu l'impression que tous les économistes en atterrissage en douceur, en se disant, si ça tient, je réviserai à la hausse. Si ça se casse la figure, je réviserai à la baisse. Ouais. Et du coup, je serai jamais trop loin de la vérité. Mais alors, c'est pas parce que c'est jamais arrivé que ça arrivera jamais. Mais je pense qu'il y a vraiment. On est vraiment à un point où il faut choisir son camp et décider dans quelle direction ça part. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça va tenir. Bon, sachant qu'on a quand même un pilote dans l'avion pour éviter le crash, c'est la banque centrale, la Fed, dont M. Trump là aussi estime qu'elle n'est pas assez agressive, en tout cas dans sa baisse des taux. Jay Powell, là, il commence quand même à avoir la pression. On sait, voilà, vraisemblablement la semaine prochaine, il va quand même appuyer sur le bouton et faire cette première baisse des taux qui est attendue. Oui, il a la pression depuis en fait les derniers chiffres d'emploi à partir du mois de juillet en fait où on a vu le gros ralentissement de l'emploi. Il a annoncé, quasiment préannoncé à Jackson Hole en août qu'il baisserait les taux de 25 points de base la semaine prochaine. La question maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il va baisser de 50 points de base les taux dès la semaine prochaine, vu les dernières révisions d'emploi encore plus faibles. Je pense que les chiffres ne sont pas encore assez faibles pour qu'il baisse de 50 points de base tout de suite. Par contre, c'est possible que le discours de la Fed la semaine prochaine soit plus accommodant et prépare encore plusieurs baisses de taux d'ici la fin de l'année. Sachant que la semaine prochaine, on va avoir la mise à jour du dot plot, là où tous les membres de la Fed indiquent combien de baisses de taux ils prévoient d'ici la fin de l'année. Donc on va voir s'ils en prévoient une de plus ou deux de plus. Ce qui est sûr, c'est que la Fed commence à rebaisser les taux alors qu'elle était en pause depuis le début de l'année. Ça va plutôt dans le sens d'un scénario où l'économie américaine tiendrait grâce à la Fed et grâce à la relance budgétaire l'année prochaine. Là, en fait, le gros risque pour nous, c'est l'inflation et les chiffres d'inflation qu'on va avoir jeudi. A priori, si on a bien une réaccélération de l'inflation à cause des droits de douane, même si c'est temporaire, limité, tout ça, ça limite quand même la capacité de la Fed à baisser les taux. D'accord. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'elle va baisser les taux. Là, aujourd'hui, on a des taux encore à 4,3% aux US. On peut les baisser jusqu'à 3,5% sans problème. Pour aller en dessous de ça, ça peut être plus difficile à cause de l'inflation. Il faudrait qu'il y ait justement un problème sur l'économie plus grave. C'est vrai qu'aujourd'hui, les économistes se battent vraiment, notamment sur l'inflation, en disant est-ce que le choc inflationniste est en effet temporaire, etc., ou il va être beaucoup plus structurel. Mais c'est vrai que nous, chez Gulsac Gestion, on pense que c'est juste temporaire, mais surtout que ça va avoir un impact sur la demande. Donc si on anticipe la dérivée seconde, c'est-à-dire à plus long terme, les taux devraient baisser tout de suite. C'est pour ça que c'est un peu la thématique de Goldman Sachs qui a 3 baisses de taux. Bon, maintenant, le marché s'est mis, ce que je vous rappelais au début d'été. Goldman avait déjà 3 baisses de taux, on n'attendait qu'une baisse de taux. Finalement, avec les derniers chiffres de l'emploi, c'est repassé à 3. JP Morgan attendait quasiment 4, et ça allait beaucoup plus vite. C'est un peu ce que Stéphane disait, c'est que malheureusement, quand on baisse le taux doucement pour arriver en douceur, ça n'arrive jamais, on est beaucoup trop en retard dans le cycle, et c'est ce qui fait baisser le marché. Donc c'est pour ça que le président Trump n'arrête pas de dire il faut baisser les taux beaucoup plus vite. Là-dessus, je peux un peu le reconnaître quand vous êtes un peu en fin de cycle. Et le problème, c'est que le marché s'oppose sur ces... C'était il y a quelques temps, et là, c'est vrai que j'ai l'impression que ça a basculé, parce qu'on est quasiment passé de 4,40 à 4,05. Là, on est sur des points techniques, mais c'est vrai que le marché, la pente était complètement repentifiée. C'est pour ça que tout le monde achetait du 2,5 ans sur la courbe US pour pouvoir baisser les prix de taux. Et ce qui est intéressant, c'est maintenant peut-être de jouer des courbes un peu plus longues sur les États-Unis. Acheter du 10 ou du 30 ans, on était encore à 5% il y a peu de temps. C'est là où je pense qu'il y a pas mal de création de valeur à avoir sur le marché des trésors américains. Ouais, en tout cas, cette perspective de baisse des taux, c'est ça qui propulse le marché en ce moment. On le voit qu'il continue à voler de record en record. On se demande jusqu'à où ça va s'arrêter. Et est-ce que là aussi, on n'aura pas, sinon un atterrissage en douceur, une bonne gueule de bois? Ça a été un peu le repricing, parce que rappelez-vous, avant l'été, on pensait tous que tout le monde avait révisé à la baisse la croissance américaine à cause des droits de douane. Et puis finalement, ils ont fait que de réviser à la hausse. Repricing, bon bénéfice par action, très bonne avec publication. Avec là aussi une dichotomie quand même entre les GAFA. Enfin, évidemment. Oui, mais même le S&P 493, je crois qu'a fait plus 6 ou plus 8 de publications, ce qui était pas mal. Évidemment, plus 24, je crois, pour les 7 magnifiques, donc ce qui fait des super publications. Donc vous avez eu un très très bon momentum de révision à la fois macroéconomique et microéconomique aux US. Mais ça y est, c'est fait. Maintenant, quid du consommateur américain? Donc là, on est remonté au plus haut, ce qui a fait remonter tout au plus. Il y a le dollar aussi qui a aidé, les bénéfices par action. Et donc c'est vrai que là, aujourd'hui,
un petit peu plus de prudence sur les actifs américains. Et c'est pour ça qu'on préfère largement, ça c'est consensuel, je pense, autour de la table, les actifs européens, où il y a un vrai plan de relance, notamment budgétaire, alors qu'aux États-Unis, certes qu'il y a une relance budgétaire, mais qui est complètement dépassée par les impacts de guerre fiscale. Ouais, il a beau jeu, Trump, d'engueuler Jay Powell, parce que c'est un peu le pompier pyromane. Hein. Bon, bien sûr, il y a cette guerre tarifaire. Bon, on prend quand même quelques sous au passage. Hein. On estime à quoi 100 milliards là, ce qui a été récolté, et puis ça va continuer les prochaines années, bien évidemment. Mais là, il dit en même temps, voilà, attention, il y a l'inflation qui redémarre, ou peut-être il faut encore accélérer pour faire America encore plus great again. C'est pas toujours lisible, ça, on le savait. Pour autant, voilà, le patron de la Fed, là, il est dans un corner et il doit appuyer sur le bouton, alors fort, pas fort. C'est ça qu'il va devoir décider dans les prochains mois. Alors, juste un petit rappel historique. Powell, il est président de la Fed depuis 8 ans. C'est-à-dire qu'il a été nommé par une personne qui s'appelle Donald Trump, qui était président de la République à l'époque. Donc maintenant, c'est assez cocasse de le voir expliquer que c'est pas le bon, etc., etc. C'est pas le bon. Mais il a changé. Oui. Moi, je trouve que Donald a très bien joué, paradoxalement. Ouais. Vous l'appelez Donald maintenant. Oui, le Donald. Parce qu'il y avait une place de libre au board de la Fed. Il a nommé Myrène, qui était le responsable du conseil d'analyse économique. Myrène était en perte de vitesse, il avait plus d'influence, etc. Donc Myrène est là, et il doit se racheter une vertu, c'est-à-dire expliquer à tout le monde qu'il faut baisser les taux pour faire plaisir à Trump. Et il a été mis là pour 6 mois uniquement. Donc il sait qu'il est sous pression, donc il y a un Trumpiste convaincu dans la place. Et en mettant Myrène 6 mois seulement, on laisse ouvert la candidature pour remplacer Powell. Et donc on a 2-3 membres du board, Waller, etc., qui sont en pleine campagne électorale, c'est-à-dire qui n'arrêtent pas d'expliquer, pour faire plaisir à Trump, qu'il faut baisser les taux, et d'ailleurs, il faudrait baisser les taux. Donc, en fait, alors, je ne suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée pour le long terme, parce qu'en termes d'indépendance de la Fed, etc., c'est ça, l'indépendance en question. On peut poser quelques questions, mais à court terme, en fait, il a réussi à complètement phagocyter le board de la Fed. C'est très malin. Et donc, Powell, effectivement, comme vous l'avez dit, s'est retrouvé dans un corner parce qu'il est devenu minoritaire. Ouais. Et donc, il va être obligé de baisser les taux. Après, est-ce qu'il faut baisser les taux de manière agressive ? Le Bitcoin est au plus haut, le Nasdaq est au plus haut, le S&P est au plus haut, l'or est au plus haut, les taux longs sont quand même assez élevés, l'inflation est à 3 alors que l'objectif c'est 2, elle a plutôt tendance à accélérer. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une urgence folle à baisser les taux. Mais ça, c'est mon point de vue. Ouais. Donc, Jay Powell va peut-être résister encore quelques mois. On verra. Là, il a gagné du temps. En pouvant baisser les taux 2 ou 3 fois d'ici la fin de l'année, il est sur la trajectoire de baisse de taux. Donc, il devrait calmer un peu la pression politique sur la Fed. Et en même temps, comme les taux étaient très élevés, c'est raisonnable, d'un point de vue économique, de ramener les taux vers des niveaux un peu plus bas. Après, ça sera plutôt l'année prochaine et à la fin du mandat de Powell, qui est en mai de l'année prochaine, où là, la Fed devra montrer si elle baisse les taux vraiment de façon indue très bas pour aider Donald Trump, ou si elle s'arrête et qu'elle reste avec des taux relativement élevés pour limiter les risques inflationnistes. Très bien. On va passer à notre page allocation. Qu'est-ce qu'on fait en cette rentrée, voilà, avec une rentrée politique chargée, peut-être certaines inquiétudes. Est-ce qu'on réduit la voilure sur la France ? Est-ce qu'on augmente l'Europe ? Est-ce qu'on baisse les États-Unis qui sont très chers ? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment ? Est-ce qu'il y a eu des changements dans vos allocations, messieurs ? On commence avec vous, Xavier Chapard, chez LBPM. Alors nous, on pense qu'il faut encore être très diversifié, vu que l'incertitude sur les scénarios, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il faut rester investi, mais diversifié. Et c'est à l'intérieur de chaque classe d'actifs qu'on fait des choix. Donc notamment en Europe, on préfère les taux plutôt courts aux taux longs, à cause des émissions allemandes et des autres pays qui vont augmenter beaucoup. Oui. Au contraire, aux États-Unis, les baisses de taux sont déjà pas mal pricées, et on pense que les taux longs offrent des rendements plus attractifs et permettent de se protéger si on a un ralentissement trop fort de l'activité américaine.
Et sur les actifs risqués, là aussi, on reste diversifié. Et en fait, ce qu'on préfère, c'est le crédit investment grade qui offre encore un portage raisonnable et avec des risques limités. Donc les entreprises bien notées. Voilà. Parfait. Stéphane, Déo. Nous, on reste investis parce que nos indicateurs restent relativement constructifs. Sur l'Europe, vous l'avez dit, la croissance ne va pas être extraordinaire, mais il y a de la visibilité et il y a très clairement une accélération. Paradoxalement, le plan allemand était négatif pour moi à court terme parce qu'il s'est accompagné de hausses de taux. Oui. Donc à très court terme, on n'a pas encore les sous. Les sous, ils arrivent à la fin de l'année prochaine. Mais par contre, on a eu l'augmentation du niveau du Bund, qui forcément pèse sur la croissance. Donc ça, c'est passé. Les dépenses militaires, etc., vont arriver dans plus très longtemps. Donc on est vraiment sur une phase d'accélération. Moi, je regarde beaucoup l'indicateur avancé de l'OCDE, parce qu'il marche très bien. Et très clairement, il est en train de s'apprécier de manière très nette. On est au-dessus de 100. Donc vous avez quand même réduit la voilure sur la France. Ah oui, sur la France, par contre, on fait attention. Parce que je ne sais pas prévoir le risque politique, tout simplement. Et parce qu'à un moment donné, on peut se retrouver sur un scénario qui est moins sympathique que le scénario central. Donc moins d'actions françaises, moins d'obligations françaises. Et sur les États-Unis, on est toujours investi sur les États-Unis. Moi, je suis assez dubitatif. Je pense une fois de plus qu'il y a une pression telle sur la Fed qu'ils vont baisser les taux de manière excessive. Donc, à moyen terme, je suis inquiet. Et puis, il y a la discussion qu'on a eue tout à l'heure, qui est le soft landing. C'est jamais arrivé, donc ça peut très vite, avoir un décrochage. J'avais vu le PDG de Moderna qui disait « Je suis un optimiste paranoïaque ». Sur les États-Unis, c'est un peu ça. C'est « Je suis optimiste, mais j'ai le droit sur la gâchette pour partir très très vite dès qu'il y a le moindre signe ». Donc, c'est optimiste paranoïaque. Il avait raison, Moderna, c'est vrai que ça... Ouais. C'est très volatile. C'est ça que nous, Louis, on est un peu pareil sur les États-Unis, parce qu'aujourd'hui, où est la croissance des bénéfices par action? C'est aux États-Unis, donc on n'a pas le choix d'y être, notamment grâce à l'IA. Mais c'est vrai qu'un jour, on a évoqué 1000 fois la rentabilité, retour sur investissement de l'IA. Mais tant que ça tient, c'est vrai que voilà, faut rester, mais c'est un peu surveiller l'expression, j'ai déjà oublié. Mais voilà, merci. Ça peut être intéressant, ça peut repartir très vite. Mais pour l'instant, tant que le momentum est là, le marché est super momentum, donc il n'y a pas de raison, mais à surveiller de près. En revanche, comme nous, on a un scénario avec une forte remontée de l'euro, c'est vrai qu'en tant qu'Européen, si vous êtes investi aux États-Unis, vous avez ce que vous pouvez gagner sur l'action, vous le perdez sur le change. Donc attention quand même. Et c'est assez statistique, quand l'euro surperforme le dollar, mécaniquement, tout le temps, les small caps ont surperformé les large caps. Parce que tout ce qu'on reprochait depuis 10 ans, depuis 2014, on disait les small caps, il ne faut pas en avoir parce qu'elles sont moins exposées aux États-Unis, etc. Plus difficile de se plus endetter, etc. Là, tout devrait aller mieux, notamment. Donc voilà, donc évidemment, après 3 ans de faux départ, là, je pense que même s'il y a eu, avec les élections françaises, un petit soubresaut cet été, on va dire, il ne faut surtout pas sous-estimer le plan allemand qui va vraiment être colossal, qui va ruisseler sur, évidemment, la France et les autres pays. Et celles qui en bénéficient le plus, c'est les entreprises locales. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui sont vraiment locales. Ce n'est pas des Américains qui vont pouvoir aider. Donc, bien sûr. Alors, c'est vrai que le fait, on peut bien sûr se réintéresser. Il faut aussi réintéresser à ces small et mid caps. On sait qu'en plus, historiquement, elles surperforment, sauf peut-être les 7-8 dernières années. Mais le problème, c'est qu'on les connaît plus très bien. Je ne vous cache pas que c'est vrai, elles sont tellement peu suivies aujourd'hui. Et c'est un vrai problème aussi sur la cote. On parle toujours, alors nous, on n'a pas les 7 magnifiques, mais grosso modo, on a le CAC 40. Et puis c'est un peu léger ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il y a des secteurs que vous suivez en particulier dans cet univers des small et mid cap? Il y a beaucoup de différents secteurs. Il y a le secteur des ESN, donc c'est les mini Capgemini, qui ont pas mal souffert récemment, à tort, parce que beaucoup de gens ont dit avec l'intelligence artificielle, on va avoir moins de demandes d'ingénieurs. Mais c'est totalement faux, parce que c'est le patron de Neuro, une société qu'on aime beaucoup, donc dans les services informatiques, il nous a dit à chaque révolution informatique, on nous dit la même chose, on allait mourir. La bulle Internet, puis après pour le cloud, puis après pour l'IA. En fait, c'est des réserves de croissance. Voilà. En plus. Voilà. Après, on peut se poser les questions sur le logiciel, sur les valeurs de software. Voilà, en effet, il y a pas mal de sociétés qui peuvent être disruptées, donc attention. Donc voilà, donc c'est pas mal de sociétés qui sont dedans. On a beaucoup de sociétés, une société aussi dans l'électrification. Tout le monde connaît Schneider Electric, mais vous avez des très belles sociétés plus dans les small caps, comme Chemri en Italie. Vous en avez aussi comme Synergy en Grèce, dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a beaucoup de sociétés aussi qu'on a beaucoup
dans les infrastructures. Tout le monde connaît Vinci, Eiffage. Bon, malheureusement, avec le risque politique, on peut préférer peut-être Ferrovial. Mais après, il y a beaucoup de plus belles sociétés plus petites qui sont dans les infrastructures, notamment la Grèce, pour ceux qui sont allés en Grèce cet été, qui s'appelle Gekterna, ceux qui sont en train de refaire tout le port de Lavrio qui est au sud d'Athènes, toutes les infrastructures autoroutières au sud d'Athènes pour pouvoir aller dans le Péloponnèse. Voilà, c'est des idées comme ça qu'on aime beaucoup, qui sont décorrélées, et c'est des thématiques voilà, comme l'électrification, l'infrastructure qu'on aime beaucoup. Et vous avez beaucoup de pépites small cap pour jouer cette thématique-là. D'accord, pas évident de s'y retrouver. On fait confiance aux géants dans ces cas-là et on va se précipiter sur les meilleurs fonds de la place. Alors c'est vrai que, messieurs, je ne veux pas vous interroger sur les valeurs, hein, c'est pas votre fort, mais c'est vrai que on parlait tout à l'heure de l'IA. On a l'impression que c'est vrai qu'il y a une surconcentration des investissements. Même certains parlent d'une bulle. On n'en voit pas forcément les effets à court terme. Alors tout le monde a essayé. Il y a un effet waouh, mais il y a une étude récemment du MIT qui a posé la question à 300 entreprises qui dit c'est vrai qu'on l'a essayé, on a mis des plans en place, on a dépensé beaucoup d'argent, mais on ne voit pas forcément les effets à court terme. Est-ce que ça vous inquiète? Parce qu'on voit que quand même, cette IA, elle est propulsée par les plans gigantesques qui sont faits par les GAFAM en particulier, qui investissent des dizaines de milliards et qui continuent à investir sur cette nouvelle technologie. Xavier Chapard. Alors, on est au début, pour nous, on est encore au début du cycle, en fait. Donc, on est encore sur de l'investissement par les gros players. La diffusion dans l'ensemble de l'économie, elle est lente, mais c'est souvent le cas avec les nouvelles technologies, et il y a un risque de déception à moyen terme. Mais je pense, donc sur cette bulle d'investissement qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être une bulle, mais à mon avis, on a encore du temps avant d'avoir un risque de déception sur le rendement de tous ces investissements que font les GAFA. Donc je pense que jusqu'en 2027, en tout cas, on reste porté par ce thème-là qui devrait être positif. Stéphane Déo, pour l'instant, la prime va aux vendeurs, j'allais dire les vendeurs, mais le vendeur de pioche, Nvidia en particulier, avec cette méga cap de 4 000 milliards de dollars et un petit peu plus. Alors, il n'y a pas que lui, il y a d'autres gens qui en profitent. On parlait des small caps tout à l'heure. Il y a une boîte qui s'appelle Bloom Energy, par exemple, dont on est actionnaire, qui propose des solutions de continuité de l'électricité. Parce que quand vous investissez 1 milliard dans un data center, vous n'avez pas envie qu'il y ait une perte de courant. Donc, vous appelez Bloom Energy qui vous garantit quelque chose. Et c'est une valeur qui a une performance boursière absolument extraordinaire. Après, il y a effectivement, vous parliez de dizaines de milliards, on est sur des centaines de milliards maintenant. Dizaines de milliards chacun dans leur bilan, donc oui, voilà, c'est ça. On est à plusieurs centaines de milliards. Donc, si vous voulez rentabiliser ça, ça fait des centaines de milliards multipliés par 2 ou 3 en termes de chiffre d'affaires. Ça va être un petit peu pénible. Donc, je suis un petit peu inquiet. Par contre, les implications, on les voit déjà. Si vous regardez sur la médecine, c'est fabuleux ce qui est en train de se passer en termes de détection des maladies, de prévention, de nouveaux médicaments. Enfin, ce qui est en train de sortir, on est vraiment sur un saut quantique en termes de progression sur la médecine. C'est vraiment extraordinaire. Donc, ça promet de belles applications, en effet. Ah oui, c'est moins fiable sur l'économie, j'ai l'impression, ChatGPT ou les autres modèles. Alors, ChatGPT, il faut faire attention parce qu'effectivement, il y a plein de problèmes. Moi, je suis coincé plusieurs fois sur des problèmes de maths, par exemple. Bon, mais ça, c'est pas grave. Mais c'est comme d'habitude, si vous voulez, on progresse sur certaines applications. J'ai pris la médecine parce que c'est la principale application pour l'instant et parce que ce qu'on voit sortir, une fois de plus, c'est vraiment impressionnant. Mais en logistique, on est actionnaire aussi, toujours pour revenir sur les small caps de Planet Lab, qui est une entreprise qui fait des photos spatiales, qui a pris 50% hier, donc c'est pas mal, et qui fait de l'IA sur les photos spatiales et qui a des applications. Moi, je pourrais vous en parler pendant 2 heures, mais vous n'allez plus me réinviter après. Donc, il y a de la place aux autres. En tout cas, il y a vraiment des applications. Voilà. On a des choses qui vont sortir de plus en plus. Ah oui. Tiens, d'ailleurs, on tient notre première décacorne française. C'est Mistral qui a valorisé 14 milliards d'euros. Ça y est, elle n'est plus dans le spectre des small et big cap. Louis, ça, on ne peut plus investir dessus. Non, et ce qui est bien, c'est que pour une fois, c'est une société européenne, donc ASML, qui a investi dedans, qui a participé à l'augmentation de capital. Parce qu'il faut se rappeler que le patron d'ASML est français. Donc voilà, on avait pensé à un moment que ça aurait pu être Apple.
Donc voilà, ne boudons pas notre plaisir pour une fois qu'on a une belle pas licorne, donc comment vous appelez ça? Décacorne, parce que c'est 10 fois 1 milliard, même 14 fois. Voilà. Je connaissais pas, donc voilà. Donc, non, c'est une vraie bonne nouvelle pour l'écosystème européen pour une fois. Ouais, effectivement. Bon, et l'intelligence artificielle est utilisée bien sûr par les plus petites valeurs. Enfin, ils en mettent aussi. Ou est-ce que c'est le buzzword pour aller grossir sa valorisation, comme il y avait avant data center, etc. Bah, dans les small caps, voilà, il y en a quelques-unes, mais pour le moment, c'est vrai que la plupart des très belles valeurs liées à l'IA sont toutes aux États-Unis. Après, voilà, il y a des dérivés secondes comme les data centers, il y a pas mal d'autres valeurs. Mais voilà, après, pour l'instant, nous, on préfère jouer en l'IA à travers, on en a parlé un peu tout à l'heure, l'électrification. Voilà, c'est une valeur, tout le monde connaît Schneider, mais ça va être des investissements colossaux jusqu'en 2030, juste pour pouvoir intégrer toutes les nouvelles capacités qui vont arriver. Et intégrer tout ça. Bon, bah, très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir, en tout cas, sur cette planète marché, cette planète finance. Merci à Stéphane Déo, Eleva Capital et membre de l'Éco à venir. Louis Defels, merci également pour Gay-Lussac Gestion et Xavier Chapard pour LBP AM. Dans un instant, on continue, on va s'intéresser aux obligations au rendement. À tout de suite dans Smart Bourse.